Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Mauvaise Presse, l'émission qui décrypte l'actualité pour vous en s'appuyant notamment sur le travail des médias indépendants. Notre ambition, vous permettre de vous former une opinion sur les enjeux de notre époque et pourquoi pas vous engager. Je dis nous, mais Mathias n'est exceptionnellement pas là aujourd'hui puisqu'il est malade, donc pensez pour Mathias. Alors, nous sommes le 21 janvier 2020. Plus de 10 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. 10 ans se sont écoulés depuis l'échec de la COP à Copenhague, 5 ans depuis l'accord de Paris sur le climat, et 1 an depuis le départ de Nicolas Hulot du gouvernement et le début de la grève de Greta Thunberg. L'année 2019 a marqué un tournant majeur dans la prise de conscience sur l'urgence environnementale, mais malgré les marches pour le climat qui ont lieu partout dans le monde, les mobilisations sans précédent, les peuples qui se soulèvent pour demander plus d'égalité, de justice sociale, de démocratie, les réactions politiques et celles des grandes entreprises ne sont toujours pas à la hauteur. Et pourtant, les solutions sont là et nous avons au mieux 10 ans pour tout changer. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mes invités. Pour cette 7e édition de Mauvaise Presse, j'ai donc le plaisir de recevoir Hervé Kempf. Vous êtes fondateur de Reporter et rédacteur en chef de ce média indépendant qui est devenu un peu le média de l'environnement. Merci d'être venu sur le plateau de Mauvaise Presse. Bonjour. Marine Denis, vous êtes doctorante à l'université Sorbonne Paris-Cité et vos travaux portent particulièrement sur la protection juridique des déplacés environnementaux. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la justice climatique et vous êtes porte-parole de notre affaire à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonjour. Et enfin, Mathilde Imer, vous êtes militante écolo depuis des années. Vous avez cofondé plusieurs fondations et associations de jeunes pour le climat, dont Climate et le Warn. Vous avez participé aux négociations pour la COP21 au sein du cabinet de Laurence Tubiana. Et vous êtes aujourd'hui membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, dans le cadre du collectif Les Gilets citoyens. Merci à vous d'être là ce soir. Bonjour. Alors, je vais faire une petite précision. Je connais bien Marine et Mathilde, donc ce que je propose, si vous êtes tous d'accord, c'est qu'on se tutoie sur ce plateau et qu'on ne fasse pas semblant de ne pas se connaître, si ça vous convient. Alors, avant de commencer, on va lancer un petit magnéto, comme d'habitude. C'est un combat contre les flammes presque perdu d'avance que livrent les pompiers australiens. Avec les prévisions météo décrites comme catastrophiques et devant l'ampleur des incendies, les autorités de Nouvelle-Galles du Sud ont déclaré l'état d'urgence pour 7 jours. Rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, c'est l'équivalent de la superficie de la Jamaïque qui est partie en fumée. 150 bâtiments ont été détruits. Ce lundi, certaines personnes évacuées ont été autorisées à revenir dans leur village. Des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur maison. Au moins autant d'autres dans certaines villes, comme par exemple la capitale Canberra, ont dû aujourd'hui porter quasiment toute la journée des masques anti-pollution pour se protéger des fumées qui ont été très épaisses dans l'air. Après le feu, c'est au tour de la glace. Ce matin, dans la capitale Canberra, les habitants ont été surpris par un orage de grêle. En seulement quelques minutes, les dégâts sont impressionnants. Il y avait environ 46 000 koalas avant les incendies. Il n'en resterait plus que 9 000. Un chiffre d'autant plus inquiétant que les marsupiaux venant de l'extérieur ne peuvent pas intégrer l'île pour contribuer à sa repopulation. Depuis mi-octobre 2019, la Californie est frappée par de gigantesques feux de forêt. Entre le 23 et le 31 octobre, 74 000 hectares de terre sont partis en fumée. C'est 10 fois plus que la totalité des incendies qui ont touché le sud-est de la France en 2019. L'ouragan le plus puissant de l'histoire de l'Atlantique s'est abattu le lundi 2 septembre sur l'archipel des Bahamas. Sous les pluies torrentielles, les maisons, les routes sont submergées et des rafales de vent pouvant atteindre 350 km/h laissent sur leur chemin un paysage dévasté. Depuis 2015, 4 autres ouragans de catégorie 5 ont déjà frappé la côte atlantique. Une série record qui a causé à ce jour la mort de plus de 2600 personnes. S'il y a une fois dans l'histoire où je dirais que les gouvernements ont merdé, je le dirais aujourd'hui à Madrid, les gouvernements ont merdé. À l'intérieur du bâtiment, les négociations se poursuivent, mais l'heure n'est pas à la réjouissance. Aucun consensus n'a pour le moment été trouvé, et à défaut d'avancer, certains pays voudraient même faire marche arrière. Le Brésil, les États-Unis ou encore l'Australie. De nombreux pays veulent revoir à la baisse leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, au grand désespoir des petits États, dont beaucoup sont déjà touchés par les effets du réchauffement climatique.
Actuellement, la planète est déjà 1 degré plus chaude qu'elle ne l'était il y a 120 ans. Les scientifiques nous alertent. Ils nous enjoignent de ne pas dépasser le seuil des 1,5 degré de réchauffement et d'agir maintenant. Ou bien nous vivrons l'aggravation de la pollution de l'air et des océans, des pénuries de nourriture et d'eau douce, l'extinction de nombreuses espèces, la disparition des îles et des villes à basse altitude, des migrations de masse et le chaos sociétal. Des millions de morts dus aux inondations, aux tempêtes, aux canicules, aux sécheresses et aux épidémies. Nos gouvernements doivent déclencher un plan d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Investir immédiatement dans la mise en œuvre de mesures radicales pour réduire les émissions de carbone dans l'atmosphère. Changeons de trajectoire maintenant pour qu'il vaille la peine de vivre dans le monde que nous laisserons à nos enfants. Alors on l'a bien vu dans ce magnéto, il est important pour moi de comprendre quelle est l'urgence actuelle pour pouvoir avoir de bonnes bases pour notre discussion. Hervé Kempf, vous l'avez écrit dans un édito début janvier qui s'appelle « Une décennie pour tout changer », que les images de l'Australie aujourd'hui pourraient malheureusement devenir de plus en plus communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement pourquoi est-ce que en fait, les catastrophes naturelles ont tendance à être de plus en plus nombreuses et de plus en plus communes malheureusement? Parce que quand les scientifiques nous parlent de changement climatique, en fait, c'est d'élévation moyenne de la température, c'est une élévation moyenne de la température. Mais ça entraîne un changement global dans l'atmosphère, dans les fonctionnements de l'atmosphère, qui est très complexe, avec des courants marins, des vents tropicaux, des alizés, enfin toute une machinerie physique extrêmement difficile à saisir et sur lesquelles les physiciens se sont acharnés depuis plus de 40 à 50 ans par des modèles. Enfin, tout ça pour dire que ce qui est en cause derrière le changement climatique, c'est en fait un dérèglement climatique. C'est-à-dire non seulement il y a une élévation de la température moyenne qui va par exemple se traduire par généralement une augmentation des sécheresses et des températures de fournaise et de canicules, mais aussi par un dérèglement général qui fait que, alors c'est peut-être un petit peu tôt et c'est pas à moi de le dire que dans le cas de l'Australie, ce qui se passe depuis quelques mois est directement lié au changement climatique, mais c'est tout à fait l'exemple de ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire par exemple là on a vu une succession de feux très intenses, très forts, et puis suivis brutalement, quasiment au même endroit, dans certaines régions, par un épisode de grêle extrêmement violent. Donc ce à quoi on peut s'attendre, et ce que nous disent les scientifiques du GIEC, alors le GIEC c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est un consensus mondial de dizaines de milliers de scientifiques qui travaillent sur le climat, c'est que on s'achemine à, dans la mesure où il va y avoir une augmentation régulière de la température, si les émissions de gaz à effet de serre continuent au rythme actuel, qui est très élevé, il va y avoir une augmentation de la température et un dérèglement général du climat, avec donc de plus en plus... En fait, on parle au futur, mais on pourrait parler déjà au présent. Ce qui se passe en Australie, par exemple, ou en Californie, ou dans les autres endroits. On pourrait parler aussi du Mozambique, des inondations extrêmement importantes qui sont produites l'année dernière. Simplement, comme les Mozambicains sont pauvres et ils n'ont pas de moyens d'expression et de télé, ça nous frappe moins, mais ils ont subi un détriment tout aussi considérable que ce qu'ont vécu les Australiens. On risque de s'acheminer de plus en plus vers l'aggravation de ces phénomènes qui sont maintenant déjà présents. Et juste un petit mot pour conclure cette première introduction. Ce qui nous frappe beaucoup dans l'Australie, outre l'intensité de ces feux qui donc ont démarré quasiment depuis septembre-octobre, ça a été rappelé, qui sont succédés avec une intensité rarement vue et jamais vue, je crois, en Australie. Ce qui nous frappe aussi, c'est que ça se passe dans un pays riche. Et il y avait une sorte de consensus jusqu'à présent qui était de dire la question du changement climatique, ça touche l'Afrique, ça touche le Bangladesh, ça touche les Philippines. Bon, c'est bien triste pour eux, mais enfin, nous, ça ne va pas nous toucher. Ce qui est frappant dans le cas de l'Australie, et vous avez aussi montré des images de la Californie, c'est qu'on se rend compte aussi que le changement climatique... que ça les concerne exactement. Aussi. Et c'est vrai que vous avez dans le cadre de votre média Reporter fait un encart spécial sur l'Australie et vous parlez notamment de la détresse en fait des populations qui ne s'attendaient absolument pas à ça et pour certaines souffrent d'anxiété. On dit que ça peut avoir un impact sur leur psychisme et leur psychologie pendant 5 ans, 10 ans. Enfin, qu'il y a des formes de traumatisme en fait aujourd'hui chez les populations.
Oui, alors ça c'est le papier du jour, hein, puisque le Reporter c'est le quotidien d'écologie, donc c'est vrai qu'on suit ce qui se passe en Australie depuis maintenant pas mal de temps, et on a pu avoir une correspondante à Melbourne et qui nous raconte effectivement cet état de tristesse, d'anxiété qui est très grande, parce qu'on a en plus, on avait fait un autre reportage sur des Français qui vivent en Australie, ou des Françaises, souvent il y a des jeunes ou des jeunes Françaises et Français qui vont vers le pays du surf, du ciel bleu, de l'immensité, et puis là... Souvent les jeunes étudiants aussi pour trouver un sens à leur vie. Et là, plus drôle du tout, il n'y a plus trop de surf, il y a surtout un ciel plombé, gris, depuis maintenant 3 mois, gris ou orange. Voilà, il y a vraiment un climat, un psychisme de tristesse très grande. Mais je dirais que c'est un épiphénomène par rapport à la gravité de ce qui se passe là-bas. On va publier demain une enquête sur l'impact sur l'écosystème de toute cette région. Donc le film l'a dit, hein, c'est grand comme la Belgique. C'est comme si toute la Belgique avait flambé. Portugal, on dit voilà, c'est ça. C'est plus que la taille du Portugal qui a été... C'est immense, et donc des effets sur l'écosystème. Et 1 milliard d'animaux, et 1 million de milliards si on compte la biologie. Et d'autant plus qu'il y a des sécheresses récurrentes en Australie. En fait, c'est pas la première année que ça se produit, mais depuis 4-5 ans, il y a des sécheresses importantes avec des feux. Et donc cette catastrophe écologique, parce que là on peut employer le terme, en tout cas du point de vue australien, se produit dans un écosystème qui a été déjà frappé depuis 3-4 ans et qui perd ses capacités de résistance, c'est-à-dire de régénération. Alors justement, pour revenir sur ça, on a quand même montré que, là il y a des informations qui viennent de sortir qui disent que l'année 2019 a été l'année la plus chaude au monde, la deuxième année pardon, la plus chaude au monde, ce qui montre aussi que chaque demi-degré compte dans ce que vous disiez sur le dérèglement climatique. Du coup, je me tourne vers toi, Marine, sur cette question notamment des déplacés environnementaux, et de se dire que si les catastrophes naturelles viennent à se multiplier et que on assiste à des phénomènes de montée des eaux, ça pose aussi cette question de réorganisation du monde à travers justement ces mouvements de population, ces zones qui ne seront plus habitables du fait des désertifications, du fait des feux qui se multiplient, etc. Oui, alors pour revenir sur ce que vous disiez, Hervé, quand même, sur la question de l'Australie qui maintenant fait face aussi à la violence du changement climatique en étant un pays riche, il y a certains juristes qui commencent à dire que oui, il y a des Australiens qui vont devenir des déplacés climatiques parce qu'ils ont perdu leur maison, leurs biens, qu'ils vont devoir s'installer dans des maisons, dans des situations de réinstallation un peu précaires, dont on ne sait pas combien de temps ça va véritablement durer. Et donc ça vient aussi donner un nouveau visage à la migration environnementale qu'on a pendant 30 ans associée à des mouvements de population en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est ou dans les territoires insulaires du Pacifique, et qui maintenant montrent qu'en fait, non, en étant dans un pays pourtant très riche, très prospère, on peut aussi tout perdre. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui va vraiment devenir compliqué aujourd'hui à définir en droit, ça va être la différence entre les victimes qui sont des victimes temporaires d'une catastrophe naturelle et les victimes de long terme des effets du changement climatique. C'est ce qu'on appelle les slow onset. Et donc, on a du mal aujourd'hui à faire le distinguo entre une personne qui est véritablement impactée tout au long de sa vie par les effets du changement climatique et l'effet, enfin souvent l'exemple qu'on donne, c'est les personnes qui vivent sur des territoires insulaires, qui voient le littoral se faire grignoter progressivement par l'érosion, par la montée de l'eau, enfin la montée du niveau des mers, et donc ça s'oppose avec des personnes qui, après une grosse inondation ou un gros ouragan, vont être déplacées temporairement, mais vont pouvoir revenir dans leur même pays. Donc il y a cette espèce de deux définitions qui s'opposent, et puis après il y a évidemment toujours la question du dépassement de la frontière, du franchissement de la frontière. Ce qui pose la question, voilà. On parle de déplacés environnementaux pour la simple et bonne raison qu'en fait souvent on entend le terme réfugiés climatiques, oui. Mais en fait la plupart du temps les réfugiés ne passent pas de frontières, donc du coup on parle de déplacés. C'est ça. Alors aujourd'hui nous, dans ce qu'on peut observer des mouvements de population liés aux effets du changement climatique ou aux catastrophes naturelles, qui peuvent être elles-mêmes accélérées par le changement climatique aussi, le déplacement se fait dans une moyenne de 5 à 10 km. Donc ça se fait généralement d'une île à une autre, je pense au Bangladesh par exemple, dans la région des Tchars au nord, ou alors d'une ville à une autre, comme ça peut être le cas en Érythrée ou en Somalie par exemple. Donc la vraie question qui va devenir un enjeu évidemment de gouvernance des migrations, mais aussi un enjeu de sécurité, c'est quand le territoire va véritablement devenir inhabitable, voire va disparaître, et ça peut être le cas pour les Maldives, les Fidji, où vont aller les ressortissants de ce territoire. Et donc l'Australie est aussi un pays qui est éminemment concerné par la question de la migration et climatique, et qui est paradoxalement un pays extrêmement réfractaire à ouvrir ses frontières aux ressortissants des Kiribati ou de Tuvalu, qui a une politique migratoire très dure. Population d'immigrés. Exactement.
Oui, donc voilà, il y a un paradoxe historique et culturel énorme, mais ils ont vraiment une position très conservatrice et très dure à l'égard des demandes d'asile qui ont été déjà déposées par des ressortissants de territoires insulaires. Dans les projections qui sont faites sur ces questions-là, quelle est la proportion? Moi, j'avais entendu 250 millions de déplacés environnementaux en 2050, mais oui, est-ce que c'est des chiffres qui augmentent? Ce sont des chiffres qui augmentent selon qu'on va chercher les chiffres chez des acteurs des ONG ou des acteurs plutôt étatiques ou institutionnels onusiens. Certaines ONG parlent d'1 milliard de personnes déplacées à horizon 2100, donc c'est des échelles complètement énormes. Pour le moment, c'est très difficile de quantifier, mais je pense que c'est pas forcément là où se pose le problème. La question, à mon sens, c'est vraiment comment est-ce qu'on va gérer d'un État à un autre, d'une frontière à une autre, les déplacements de population quand les personnes ne vont plus être en capacité de rester sur leur territoire d'accueil. Et c'est là où il y a vraiment des discussions qui doivent être enclenchées sur les visas humanitaires, les procédures d'accueil, le rôle de la communauté internationale là-dedans. Et pour le moment, tout le monde est très taiseux sur le sujet. Et vous travaillez, vous, sur ces questions-là, quand même, pour essayer de trouver des solutions? Oui, alors moi, je travaille dans ma thèse plus spécifiquement sur le rôle du Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies et le rôle de l'Organisation internationale des migrations dans la protection qu'elle pourrait ouvrir aux déplacés climatiques. C'est un sujet compliqué parce que dans leur mandat, historiquement, elles ne sont pas habilitées pour protéger ces personnes-là. Il n'y a pas dans la Convention de Genève, qui est la convention qu'utilise l'UHCR pour octroyer une protection juridique aux personnes réfugiées, le critère environnemental n'est pas inclus. Donc en fait, c'est faux aujourd'hui, c'est invalide en droit de parler de réfugiés climatiques. L'UHCR est une institution interétatique. Voilà, il n'y a pas de distinction spécifique. Mais le HCR et l'OIM sont des organisations qui dépendent de fonds publics et qui dépendent donc des subventions accordées par les États. Or, donc ce sont aussi des organisations qui sont extrêmement soumises aux jeux politiques. Donc cette question des déplacés environnementaux, est-ce qu'elle est traitée au sein des négociations climatiques et des COP? On a vu là un petit extrait de l'échec de la COP 25. Est-ce que c'est une question qui est traitée? Oui, alors c'est une question qui revient vraiment sur le devant de la scène depuis 2009, depuis que les États aussi insulaires se sont vraiment unifiés, ont construit des alliances en tout cas pour faire porter... Là aussi, voilà, c'est ça, les Small Island States, pour faire porter cette question-là sur le devant de la scène, soutenue par des ONG, soutenue par des associations aussi, des collectifs indigènes, autochtones, etc. Mais c'est encore un sujet qui suscite aussi beaucoup de tensions, notamment sur le point de vue financier. Donc en 2013, il y a eu des discussions pour la mise en place d'un mécanisme de compensation, qu'on appelle le mécanisme de loss and damage, donc perte et préjudice, qui visait grossièrement à faire contribuer les États les plus pollueurs et les plus riches à un mécanisme de compensation pour les États qui sont les plus vulnérables et les plus exposés aux effets du changement climatique. Donc les États du Sud et surtout les États insulaires. Et ce mécanisme de Varsovie, aujourd'hui, se voit composé d'une espèce de squelette d'institutions qui est basé à Singapour, mais qui a très peu de financement, très peu d'activités opérationnelles. Et donc on ne sait pas véritablement à quoi il sert. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'argent qui transite par ce fonds pour compenser tous les dommages que subissent les territoires les plus exposés aux catastrophes naturelles qui ont lieu tous les ans. Et pourtant, tout ça, ça a un coût. On l'a vu en 2006, cette idée du coût de l'inaction climatique avait un peu émergé avec le rapport Stern. Il y a un rapport qui est sorti en septembre 2019 des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui disent que, en fait, si rien n'est fait pour contenir le réchauffement ni pour financer l'adaptation, d'ici à 2030, il faudra au moins 20 milliards de dollars par an simplement pour financer l'aide humanitaire. Et sachant qu'on a aujourd'hui plus de 108 millions de personnes qui ont besoin d'assistantes de cette aide humanitaire. Donc ça montre que clairement on n'est pas au niveau. Ce qui m'amène à la question, à ma question suivante pour toi, Mathilde, parce que tu as quand même travaillé aussi au sein des négociations et de l'accord de Paris, qui est quand même un accord qui a fait date. Est-ce que les COP servent encore à quelque chose? Je pense qu'elles servent à quelque chose à certaines conditions qui ne sont pas remplies aujourd'hui. C'est-à-dire que les COP, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique climatique, c'est l'endroit où les États se réunissent pour se mettre d'accord entre eux. Si au niveau national, les États font pas le boulot et qu'il n'y a pas d'avancée en matière climatique, voire même qu'il y a des reculs, eh ben ça se traduit par des échecs au niveau international. Au moment où sortie de la COP 21 à laquelle j'ai participé,
Moi, j'étais à la fois très heureuse de voir qu'on avait réussi un accord qui, pour moi, reste aujourd'hui l'accord le plus ambitieux qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais lucide aussi. On savait déjà à l'époque que ce ne serait pas suffisant et les mécanismes qui étaient mis en place étaient ceux faits pour rehausser l'ambition parce qu'on savait que cet accord, si on ne faisait rien de plus, nous mettait sur une trajectoire à 3 degrés. Ce qui est beaucoup trop. On voit là, en Australie ce qui se passe. Imaginez-vous un monde à 3 degrés, c'est de la folie. Donc l'enjeu, il est comment est-ce qu'on arrive au niveau national à avoir des mécanismes qui permettent aux États de rehausser leur ambition. Et ça passe, à mon sens, par un niveau de conscience plus élevé et des politiques qui prennent leurs responsabilités. Donc quand on voit là, en Australie ce qui se passe et la réaction, l'inaction ou les prières du gouvernement australien, c'est juste inadmissible. Et le fait qu'aujourd'hui dans la population, il y ait quand même peut-être une ouverture, les gens commencent à se rendre compte que ce que disait Hervé en fait, le changement climatique, c'est maintenant. C'est pour tout le monde, même si c'est pour les plus pauvres en premier. Et ça conditionne tout le reste. Parce que ça a un impact sur notre manière de vivre, de loger, de nous déplacer, de tout. Et que donc si on ne règle pas ça, eh ben, on risque d'être gravement emmerdé. Je ne sais pas si on a le droit de dire des... Bien sûr, on a le droit de tout dire. Mais alors, oui, mais c'est vrai que ça pose une question parce que souvent, ce qu'on va s'entendre dire quand on parle des négociations climatiques, etc., c'est finalement, même si la France faisait des efforts considérables, à partir du moment où les plus gros pollueurs ne se mettent pas à faire des efforts, ça ne sert à rien d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est à la COP25, c'est 66 pays qui comptent pour 6,8% des émissions qui se sont engagés. Donc c'est vrai que ça paraît risible, en fait. Oui, dans ces cas-là, si on a ce genre de raisonnement, on ne fait plus rien. Enfin, et c'est pareil dans toute négociation. Si on arrive en étant de fait impuissant, sans avoir une optique de possibilité de réussir, on est impuissant et donc on perd forcément. Et on perd collectivement en général à ce petit jeu-là. Donc mieux vaut essayer de faire des pilotes et d'imaginer un avenir dans lequel la vie de ses citoyens elle a une valeur qui est peut-être différente que celle qu'on a aujourd'hui en fait. Il faut peut-être en effet oser, et c'est ce que font les plus jeunes, un monde complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui. On consomme moins de biens et on est très heureux parce qu'on a peut-être plus de liens. Et c'est peut-être ça qu'il faut prôner aujourd'hui et oser une radicalité qui n'est pas du tout aujourd'hui affichée par que ce soit le chef d'État en France, Emmanuel Macron, ou que ce soit à l'international. Il n'y a quand même pas d'État qui est à la hauteur des enjeux quand on regarde ce que les scientifiques nous appellent à faire. Oui, et on voit que de toute façon, que ce soit à la fois sur la question internationale ou même de façon nationale, la question de la justice sociale et des inégalités est toujours la même, puisque à l'échelle internationale, ce sont 10% des plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, et on retrouve à peu près les mêmes proportions à l'échelle des pays, ce qui du coup nous amène à notre deuxième partie de cette émission sur le changement systémique qui est nécessaire et le fait de devoir remettre en question le système dans lequel on est. Donc juste après ce petit magnéto. Moi je crois qu'aujourd'hui l'écologie ça devrait être la contingence, c'est-à-dire la conscience de ce que les choses auraient pu être autres. Tout ce que nous avons construit et qui est en grande majorité et en grande essentialité catastrophique aurait pu ne pas se produire, et il faut absolument qu'on comprenne que c'est une construction et non pas un donné inexorable. L'état de la planète est lié à nos choix de société. Des choix pris par certains, industriels, financiers, gouvernants, qui ont trop rarement demandé leur avis au reste de l'humanité. C'est ainsi. Mais peut-être est-il temps de faire autrement, car on a rarement vu un dealer bien gérer une cure de désintox. Nous y sommes, à la troisième révolution, qui a ceci de très différent des deux premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la troisième révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé. Elle ne nous a pas demandé notre avis. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi.
Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Donc on l'a vu au début de ce magnéto, l'astrophysicien Aurélien Barraud prône un retour à la raison et il explique qu'il faut une solution systémique à un problème systémique. Il me semble que les médias, et c'est l'un des objets de cette émission aussi, hein, c'est de parler du rôle des médias dans la capacité à façonner nos imaginaires, ont un rôle aussi à jouer dans la capacité à créer les conditions d'un débat serein et fécond sur l'urgence environnementale. Donc je me tourne vers toi, Hervé. Et pour te demander pourquoi est-ce que tu as voulu fonder Reporter, donc un quotidien totalement consacré à l'écologie, et comment est-ce que tu vois ce rôle-là aujourd'hui ? Alors je vais peut-être faire un petit détour par rapport au magnéto que l'on a vu. Alors moi la dernière fois que j'ai vu Aurélien Barraud en vrai, c'était dans une sorte de réunion de financiers près des Champs-Élysées. Et ça avait été introduit par Manuel Barroso, qui était l'ex-président de la Commission européenne il y a quelques années et qui maintenant travaille chez Goldman Sachs. Et je dis ça parce qu'Aurélien Barraud ne voyait aucun problème à discuter avec des financiers et avec un homme européen qui aurait dû défendre l'intérêt européen et qui était passé chez Goldman Sachs. Je pense que tout le monde se rappelle que Goldman Sachs est une énorme banque de spéculation américaine qui joue un rôle évidemment énorme dans ce qu'on appelle le capitalisme, puisqu'il faut aussi prononcer un certain mot. Et la suite du magnéto ou de la vidéo parle de la révolution, etc., mais sans dire de quelle révolution. Ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les États, c'est des intérêts bien compris, qu'on peut appeler les capitalistes, l'oligarchie, les hyper riches, etc., et qui jouent un rôle absolument important. Alors, à nouveau pour la presse, on parlait tout à l'heure de l'Australie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie est aussi la patrie d'un monsieur qui s'appelle Rupert Murdoch, qui est un Australien, qui a une chaîne internationale de médias absolument importante et qui possède quasiment tous les grands médias australiens, télé, journaux, etc. Et qui donc, en fait, a un point de vue pas climato-sceptique avéré, mais très, très sceptique, très prudent, et qui défend essentiellement les intérêts du charbon en Australie, puisque l'Australie, vous vous rappelez peut-être, vous le savez, est un énorme producteur de charbon exporté vers l'Inde et la Chine. Et donc, il y a une contradiction énorme entre ce besoin d'exporter du charbon et de gagner beaucoup d'argent, ce qui entretient aussi un niveau de vie très important en Australie, mais d'être confronté à un désordre climatique, à un dérèglement climatique dont les conséquences sont maintenant extrêmement fortes. Donc ce détour pour dire que les médias, ça ne tombe pas du ciel, le choix de faire tel ou tel journal, ça ne tombe pas du ciel, mais ça s'inscrit dans notre paysage. Mais évidemment, les téléspectatrices et les téléspectateurs de Le Média TV en sont parfaitement conscients. C'est une bagarre. Et la presse, les médias ne sont qu'une branche de cette bagarre, qui est en fait une bagarre contre le capitalisme, contre l'oligarchie. C'est-à-dire, là, la présentation de la vidéo était très oui, non, il faut que... non, ce qui est en train de se passer aussi, qui est extrêmement étonnant, c'est que l'oligarchie, les classes dirigeantes ont pris le parti de ce qui est en train de se passer et sont en train d'accepter l'évolution de la catastrophe écologique, l'évolution de la poursuite des inégalités avec une rapidité énorme, et sont en train de se dire, eh bien, nous allons nous en sortir de notre côté, nous allons vivre de notre côté, et nous allons accepter d'aller vers une humanité, vers une société mondiale, vers une société humaine, où il y aura d'un côté 200 millions, 1 milliard, un nombre absolument énorme de réfugiés climatiques, ou j'allais dire peu importe le nom, de gens qui vivront dans la difficulté dans tel et tel continent, et puis quelques centaines de millions de gens qui s'en sortiront. Donc voilà, je crois que c'est ça qu'il faut avoir conscience,
conscience et ne pas hésiter dans l'analyse à porter une analyse politique, ce qui peut être tout à fait le rôle d'un journaliste. Ce qui est aussi justement paradoxalement fait de moins en moins, c'est-à-dire que les journaux aujourd'hui se grénisent en quelque sorte et en même temps dépolitisent presque les initiatives qui portent en elles des changements systémiques en parlant de gentilles initiatives ou en faisant des portraits de héros qui sont en train de sauver le climat, etc. Ou en donnant fréquemment la parole à Aurélien Barraud, qui, au demeurant, est un excellent pédagogue et parle très bien, mais qui dépolitise totalement la question écologique. Mais après, revenons, je vais quand même revenir à votre question, j'espère ne pas être trop long, mais c'était le contexte dans lequel il fallait s'inscrire. Après, moi, d'abord, je n'ai pas créé tout seul Reporter, mais si je l'ai créé en 2007, c'était aussi pour accompagner un livre qui s'appelait « Comment les riches détruisent la planète » et qui posait très clairement cette question de l'articulation nécessaire entre la question écologique et la question sociale. Peut-être ça a joué un certain rôle dans une évolution de beaucoup d'esprits. Et après, il se trouve que je travaillais dans un journal qui, à l'époque, était libre encore, qui s'appelait Le Monde et qui, quelques années après, a été acheté par messieurs Niel, Pigasse et à l'époque, monsieur Berger. Donc des capitalistes, des milliardaires du luxe, des télécoms, etc. Et a perdu sa liberté, quelle que soit la qualité intrinsèque de ce qu'est resté le quotidien du soir, mais de la même manière que le Financial Times ou The Economist ou Les Échos sont des bons journaux, mais des bons journaux qui défendent une certaine vision de la société et la vision qui est portée par les oligarques, par les capitalistes, puisque en France aussi, la majorité des médias appartiennent à ces grands groupes financiers qui ne veulent pas, une fois de plus, que les choses changent vraiment par rapport à l'écologie. Bon. Et donc voilà, on a fait ça avec les moyens du bord. Au début, on a démarré avec une demi-table et rien, et puis peu à peu, on a grandi. Et la volonté essentielle, c'était, je ne vais pas raconter Reporter, la question n'est pas là, je vais plutôt répondre à votre question. Le rôle des journalistes, c'est d'abord d'être indépendants, de se bagarrer pour leur indépendance. Si on travaille à BFM, quelque part, il faut se poser la question, est-ce que je fais bien mon travail de journaliste en étant à BFM ? Si je travaille à l'Opinion ou à Valeurs Actuelles, qu'ils aient leur propre analyse idéologique du travail qu'ils sont en train de faire, de qui ils sont finalement les domestiques, ou pour employer un terme moins violent, quelle est l'expression de leur servilité. Et voilà, je dis ça évidemment à Le Média TV, je ne pense pas que BFM me permettrait de dire ça, mais peu importe, on assume, puisque l'enjeu c'est de faire un réseau de médias indépendants. Nous sommes peu nombreux et il faut continuer à le faire. Et en tant que journaliste, la question essentielle, c'est de se bagarrer pour son indépendance. Et l'indépendance personnelle dépend beaucoup à partir du moment où l'on accepte de travailler pour un collectif, ce qui est toujours le cas d'un média. Les journalistes ne sont jamais seuls, ils s'intègrent dans un collectif. C'est un travail à la fois très égocentrique et très individualiste, avec une forte dimension d'ego, mais qui est aussi, paradoxalement, un travail d'équipe, qui donne son sens à l'expression individuelle des talents de chacun. Et donc la question, c'est qui possède ? Toujours qui possède le média, et à partir de là, vous allez déterminer les possibilités d'être libre ou pas pour les journalistes. Alors, est-ce que, simplement pour recontextualiser, étant donné qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore Reporter, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce qu'est Reporter et comment est-ce que vous financez ? Surtout parce qu'on fait toujours un peu un point avec les médias indépendants dans notre émission. Reporter, c'est donc le quotidien de l'écologie sur Internet, c'est en accès libre. Donc si par hasard, à Le Média TV, vous n'avez pas encore, vous tapez www.reporter, c'est un jeu de mots, hein, attention, .net. Je vous laisse deviner pourquoi c'est un jeu de mots. Et puis là, vous aurez, par exemple, aujourd'hui, 21 janvier, mais ça changera demain, on avait un article sur les leçons de l'histoire sur les grèves. En ce moment, on est en grand mouvement social. La grève dure depuis 40 jours, mais elle devient très difficile pour les gens. Et en fait, on a fait une enquête, un travail historique, et de voir que les grèves duraient très longtemps au début, par exemple, du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que les ouvriers, ils étaient beaucoup plus pauvres que ne le sont maintenant les salariés, mais ils avaient une capacité d'autonomie, parce qu'ils étaient encore dans un monde paysan, et ils pouvaient cultiver leur jardin et avoir des subsistances qui leur permettaient de tenir parfois 3 mois, 4 mois de grève. Et les grèves, au début du XXIe siècle, ont été extrêmement longues et ont permis beaucoup de conquêtes ouvrières. Donc voilà, ça peut être le sujet de ce matin. Il y avait aussi un sujet, on l'a mentionné tout à l'heure, sur l'Australie et l'éco-anxiété. Il y avait une tribune sur une forêt qui est magnifique, une forêt de hêtres dans le sud de la France, qui va être, si on ne se bagarre pas, va être arasée, ou en tout cas très, très, très sérieusement abîmée. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on a. C'est une équipe de journalistes professionnels qui sont correctement payés, qui sont en CDI. On travaille là-dessus, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est important, absolument. On essaye de refuser la précarité. Et donc on est en accès libre,
Vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de payer quoi que ce soit, sans publicité, c'est absolument essentiel. Et on est sans actionnaire, puisque Reporter est piloté par une association qui s'appelle La Pile, qui est pleine d'énergie. Bien sûr, c'est un autre jeu de mots, attention. L'association pour la presse indépendante, libre et écologique. Et comment on est financé, mystère, eh bien, maintenant à 80 à 85%, voire 90% en début janvier, par les dons des lectrices et des lecteurs. Et puis une petite partie encore par des subventions privées sur des projets rédactionnels. Et on n'a quasiment jamais eu de subventions publiques. Et on n'a évidemment pas ni messieurs Bolloré, Dassault, Niel, tous ces gens-là, Drahi, etc. Et pour l'instant, on touche du bois, mais on s'en sort. On a un bon équilibre économique. On compte le moindre sou, mais on se paye. Enfin, on paye des journalistes, on se paye des reportages, on peut travailler dans la sérénité. Et surtout, vous faites partie des rares à avoir un autre récit sur le monde aujourd'hui, à travers aussi le prisme de la question environnementale. Voilà. Alors, rapidement, Marine et Mathilde, moi, ça m'intéresse de savoir aussi, vous êtes toutes les deux engagées pour l'environnement depuis des années. Vous avez suivi aussi l'évolution des médias sur ces questions-là. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le traitement médiatique sur ce sujet? Comment est-ce que vous l'analysez? On voit de plus en plus quand même les médias prendre la question climatique, où je pense que les gens voient, et c'est assez frappant, et quand on regarde les 150 citoyens tirés au sort de la Convention, le premier week-end, c'est le diagnostic scientifique. Et on voit que, globalement, tous, à part quelques-uns qui étaient climato-sceptiques, avaient conscience que oui, il y avait un problème avec le changement climatique. Mais pas le niveau d'urgence. Mais par contre, le niveau d'urgence, l'intensité et l'étendue des impacts, pas du tout. Et la plupart sont venus nous voir en nous disant « je me suis pris une claque, ça a été un électrochoc, c'est quand même un coup dur, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau ?» Donc il y a un enjeu là, à mon sens, pour les médias, de passer à l'étape d'après, de comment est-ce qu'on donne à voir la réalité du changement climatique avant qu'arrive chez nous, j'ai envie de dire, ce qui se passe en Australie. Parce qu'il y a un moment où c'est le rôle des médias d'alerter. Et d'alerter en disant la vérité, tout simplement. Et en même temps, je pense que c'est extrêmement important d'arriver à le faire en ayant un imaginaire qui soit positif et lucide. C'est-à-dire que encore une fois, si on n'a qu'un imaginaire de chaos, on va forcément tomber dans ce que j'appelle moi le aquabonisme. Donc, en gros, on ne fait plus rien parce que à quoi bon, rien ne sert. Et donc, il faut qu'on arrive à se projeter avec lucidité, encore une fois. Il ne faut pas de naïveté, il ne faut pas croire que la technologie va nous sauver toute seule. Il ne faut pas croire qu'on va avoir autant de biens qu'aujourd'hui, que le confort va être de la même nature. Non, par contre, il est possible d'avoir un autre monde au-delà des chiffres. Et oui, il y a des solutions qui existent, et il y en a plein, et on ne les voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas dans les médias? Pourquoi? Je suis d'accord avec toi sur la question des solutions qu'on ne met pas assez en valeur ou en lumière, mais il y a aussi pour moi quelque chose qui est en train de changer sur la question environnementale, peut-être moins du climat, mais surtout de l'environnement, c'est l'enjeu, enfin la politisation aussi que le sujet environnemental implique. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir Élise Lucet dans Cache Investigation aller vraiment chercher aussi, traquer les acteurs responsables aussi de politiques publiques qui sont ensuite menées et qui sont en faveur soit de l'agriculture intensive ou des nouveaux projets pétroliers, d'extraction de gaz, etc. Et donc, il y a eu aussi, je trouve, un éclairage ces dernières années sur la responsabilité, donc que ce soit des pouvoirs publics, mais aussi du secteur industriel. Et de cette responsabilité, voilà. Parce qu'avant, il y avait ce côté ils, eux. C'est ça. Et je trouve que c'est encore quelque chose qu'on a du mal à avoir quand on parle de changement climatique, c'est-à-dire que c'est encore vu comme quelque chose d'externalisé, c'est-à-dire le changement climatique, ce grand méchant qui va tous nous menacer, alors qu'on a... Enfin, ça commence à devenir assez évident aujourd'hui qu'on est tous les responsables et acteurs des effets du changement climatique. Certains, évidemment, beaucoup plus que d'autres, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et moi, j'espère vraiment que dans le traitement de l'information dans les années à venir, on aura un peu ce côté systémique, c'est-à-dire intégrer à chaque diffusion de l'information l'aspect environnemental. Et là, en ce moment, je trouve que c'est assez flagrant avec les grèves. Les médias ont très très peu parlé aussi de l'impact écologique des grèves, de comment, à quoi bon, typiquement là, à quoi bon projeter une réforme des grèves, une réforme des grèves, un projet de... Voilà, un lien entre urgence climatique et... c'est ça, c'est-à-dire, oui, ok... Il y a Le Vent se lève qui a fait plusieurs, qui a un média indépendant de gauche qui a fait plusieurs... Ouais. Et moi, ça m'a fait du bien aussi de voir dans ces tribunes le fait que, oui, on nous parle de
réforme du système de retraite, très bien, mais si c'est dans un monde à plus 3 degrés dans lequel on ne va globalement pas dépasser la 50aine d'années, est-ce que ça a encore du sens de penser une refonte d'une politique publique de cette façon? Si je peux rajouter une chose, je pense qu'il y a un enjeu de clarifier les scénarios. Et aujourd'hui, les médias traitent encore la question climatique comme si le scénario de vie qu'on a actuellement était le scénario normal et qu'on pouvait continuer. Ça, c'est factuellement faux. Donc c'est complètement utopiste de croire ça. Et donc de poser les scénarios en disant assez clairement qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a des inégalités croissantes et une pression sur les ressources. Et donc que le scénario le plus probable, quand on regarde les études comme celle de Jared Diamond ou d'autres, c'est un scénario de l'effondrement. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais de les poser clairement et en sachant remettre l'utopie du côté de ceux chez qui elle est aujourd'hui. Et l'utopie aujourd'hui, c'est de croire qu'on peut continuer ainsi. Et la deuxième chose, moi, qui me frappe, c'est si on prend l'exemple de Greta, l'incarnation, pour le coup, il y a des clans maintenant. Donc il y a des bons personnages et des mauvais personnages. Dont les bons personnages, il y a évidemment la personnalité de Greta qui a émergé. Et quand on regarde la manière dont elle est traitée par les médias, on voit qu'il y a quand même une politisation. Où elle est rentrée en fonction de la typologie de médias dans la case des gentils ou dans la case, je ne sais plus quel était le terme qui était utilisé, je crois, dans Valeurs actuelles, des charlatans, entre guillemets. Donc là, on voit qu'il y a un enjeu politique derrière et de la manière dont les médias traitent des activistes qui peuvent incarner quelque chose et qui dit quelque chose sur notre société et ce à quoi on est prêt ou pas à changer. Sur cette remise en question du système, il y a à la fois les règles du jeu pour avoir justement un débat intelligent là-dessus et pour vraiment penser aussi justement ces scénarios alternatifs qui pour le moment ne sont pas du tout donnés à voir. Mais il y a aussi les règles du jeu démocratique. Il y a cette question qui revient de plus en plus, c'est ok, les solutions existent, d'accord, mais comment est-ce qu'on se met d'accord sur les solutions? La Convention citoyenne fait partie des initiatives qui émergent un peu de cette idée-là, qui a émergé donc avec le collectif Gilets Citoyens dont tu fais partie, Mathilde, après la crise des Gilets jaunes, en se disant que finalement, en fait, fin du monde, fin du mois, même combat, et donc de créer les conditions pour avoir justement un débat intelligent et se mettre d'accord sur les solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que fonctionne la Convention citoyenne pour le climat aujourd'hui et en quoi justement elle peut potentiellement être une réponse à cette nécessité de repenser notre démocratie aussi. La Convention citoyenne, c'est quoi déjà? C'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort avec un certain nombre de critères pour être représentatifs de la diversité de la société française. Les critères, c'est des critères d'âge, de sexe, de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle, de zone géographique, de typologie de géographie, plutôt de zone rurale, de ville ou plutôt de zone périurbaine. Et donc ça veut dire que dans ces 150 citoyens tirés au sort, on a autant de jeunes et autant de vieux que dans la société française, autant de personnes peu ou pas diplômées et de gens qui ont Bac+5, Bac+7, etc., etc. Et donc ça donne une autre légitimité que la légitimité qu'ont les élus, qui est une légitimité du vécu véritable qu'ont les Français dans la société. Et au vu des politiques publiques qui sont largement critiquées sur le plan climatique parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, vécues comme injustes socialement, c'est extrêmement important de réussir à mettre à jour, en réalité, notre système démocratique, parce qu'on voit bien, et pas seulement sur les questions climatiques, notre démocratie est en crise. Certains diraient même que nous ne sommes plus en démocratie. Moi, je considère que c'est un peu faire insulte à certains pays africains. Je considère qu'on a quand même une grosse tendance vers l'oligarchie et que si on ne fait rien et qu'on ne met pas à jour un système démocratique, on va droit dans le mur. Et donc l'idée de la Convention citoyenne, c'est de remettre le citoyen au cœur, de faire confiance aux citoyens, de faire confiance à l'intelligence collective et de prouver que quand on laisse des citoyens tirés au sort qui ont un vécu qui est celui de la France, ils arrivent à trouver des solutions qui, oui, montrent que changement climatique, que justice climatique et justice sociale vont de pair. Et qu'on peut inventer un monde plein de bon sens sans opposer les deux en permanence et hystériser le débat comme c'est fait par certains. Peut-être là où on en est, en deux mots, je disais le premier week-end, c'est le week-end du diagnostic scientifique. Le deuxième week-end, c'était celui des obstacles, où là, les 150 citoyens ont entendu des acteurs très différents, qui chacun ont leur vision de ce qui bloque aujourd'hui en France pour la transition écologique. Donc, il y avait par exemple dans le groupe Se Nourrir où j'étais,
il y avait à la fois des acteurs comme la FNSEA, comme Greenpeace, comme la Fondation Nicolas Hulot ou comme Système U, qui chacun a pu exposer son point de vue, évidemment très différents les uns des autres. Le troisième week-end, c'était celui des solutions, où justement, on est allé chercher ces acteurs qui, sur le terrain, mettent en œuvre la transition écologique pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire passer à l'échelle ces solutions, qu'est-ce qui bloque dans leur essaimage. Et le quatrième week-end, c'est là, le week-end où on commence à rentrer dans l'entonnoir, et ça va être la suite pour les prochaines sessions. Ce que j'appelle entonnoir, c'est comment est-ce qu'à partir des 90 mesures qui étaient sur la table à la fin de la troisième session, on arrive à des mesures qui sont moins nombreuses, plus détaillées, plus cohérentes, plus affinées, et qui peuvent passer sans filtre, soit au référendum, comme s'y engageait le président de la République, soit au Parlement, soit à la voie réglementaire. Et c'est finalement une alternative à ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on le disait tout à l'heure, sur la question des solutions et des méthodes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y en a beaucoup qui ne seront absolument pas populaires. Et on va être obligé aussi d'en arriver à des mesures coercitives. Donc c'est une forme de moyen de créer du consensus à travers la vie des citoyens. Ça pose un problème, ce que vous dites. On va être obligé d'arriver à des mesures coercitives. Enfin, vous me permettez de m'inscrire en faux sur cette présentation et de dire les solutions existent. Les solutions, c'est quoi? C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on en reste à la question du climat, les émissions de gaz à effet de serre dans un pays comme la France ou comme l'Australie ou les États-Unis ou l'Angleterre, c'est-à-dire des pays riches, c'est réduire fortement le mode de vie, changer le mode de vie. Et une fois de plus, dans une situation d'inégalité extrêmement grande, il y a 2 jours, le 20 janvier, le rapport Oxfam qui est paru sur l'augmentation considérable des inégalités. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 10% des plus riches dans le monde qui émettent énormément de gens. Donc il y a énormément de gaz à effet de serre. Donc la première solution, c'est pas en termes de solution, c'est changer un mode de vie. Alors est-ce que changer un mode de vie, c'est une solution? Je ne sais pas, mais c'est une façon différente que de dire on va mettre des éoliennes ou on va enfouir du CO2 dans le sol, etc. Donc ça, c'est le premier point. Une fois de plus, revenir à la question politique. Transformer le mode de vie qui va avoir 2 choses à faire. Changer radicalement le niveau des inégalités. Je n'ai pas le temps de le détailler ou ça me prendrait trop de temps, donc je ne vais pas détailler ça. Et par ailleurs, le faire dans une ambiance générale, dans une culture générale, dans un choix politique général, où on réduirait la consommation matérielle, où on irait vers moins de biens, plus de liens, où on irait vers consommer moins, répartir mieux, c'est-à-dire changer vraiment la culture des besoins matériels et changer les modes de vie dans les pays riches. Donc ça, c'est important, et il y a des forces qui s'opposent à ça. Et ça, c'est pas aller dans la coercition, parce que en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut discuter sur la démocratie, mais enfin, on est quand même tous d'accord, j'ai l'impression, enfin, en tout cas avec Mathilde Dimer, pour dire qu'on évolue vers l'oligarchie, vers une oligarchisation de la société. Et pour l'instant, les mesures coercitives, c'est celles qui sont appliquées par les capitalistes. Pour prendre le cas comme la France, on a un gouvernement extrêmement coercitif avec une répression par la police de M. Macron extrêmement violente. On a une réforme des retraites qui s'applique de manière, là aussi, de manière extrêmement coercitive. Enfin, vous voyez, avant de dire, pour poser la question écologique, on va arriver à des mesures coercitives, on est déjà dans la volonté, je finis ma phrase, pardon, dans la volonté conservatrice des capitalistes, j'emploie des gros mots, mais des oligarques, pour qu'on soit bien clair, de maintenir un système, déjà la mise en œuvre de solutions très coercitives. Et paradoxalement, c'est peut-être aller vers l'évolution écologique qui serait émancipateur. Mais pour l'instant, les dirigeants n'en veulent pas. Donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'était des mesures impopulaires. C'était sur cette idée de toute façon, en fait, on doit se mettre d'accord sur une réduction de nos niveaux de vie et que tout le monde ne sera pas absolument d'accord pour réduire son niveau de vie. Est-ce que les riches, oui, certainement. Et sans doute autour de cette table, enfin je ne sais pas, mais peut-être qu'on est en partie par les plus riches. Mais est-ce que ça serait très impopulaire de dire on va avoir une meilleure éducation, on va avoir plus de transports en commun, on va avoir plus d'emplois agricoles, on va faire de la rénovation énergétique qui va créer des emplois et qui va réduire les factures de chauffage et d'électricité de tout le monde. Là, l'électricité, elle augmente de 10% dans l'année. Vous ne croyez pas, enfin vous le savez comme moi, que ça va peser sur beaucoup de gens. Donc ça, est-ce que c'est impopulaire? Non, ça ne sera pas impopulaire. Est-ce que ça serait vraiment impopulaire de dire les Mercedes, les Volvo, je ne sais pas, moi je ne connais pas les voitures, les grosses 408, il va y avoir une grosse taxe et on va avoir plus de bus et plus de vélos. Vous voyez, ça serait pas impopulaire. L'écologie ne serait pas impopulaire. Elle est présentée par les médias dominants qui vivent de la publicité et qui appartiennent aux milliardaires comme étant impopulaire. C'est différent. Et punitive.
Voilà, Absolument. on rentre aussi dans cette logique d'écologie punitive et c'était ça aussi la grosse crainte avec la réforme sur la taxe carbone qui a été présentée l'année dernière, c'était du coup de faire passer l'écologie, le motif, l'impératif écologique comme quelque chose qui allait créer de la tension sociale, voire diviser une société. Et heureusement aussi que les figures des Gilets jaunes ont réussi rapidement à faire le lien entre justice sociale, justice climatique. On se bat à la fois pour de meilleures conditions de vie, mais on se bat aussi pour une meilleure planète et un meilleur environnement, etc. Et ça, c'est vraiment... là, je lisais un tweet de Brune Poisson avant de venir, qui a rendu un article dans le Figaro absolument... à vomir en présentant les mouvements, en présentant une partie des scientifiques et des écologistes vraiment comme des personnes qui prônent l'urgence brutale, la précipitation. Et c'est un scénario qui est vraiment, que je trouve à la fois malhonnête intellectuellement, mais aussi dangereux politiquement. C'est-à-dire que c'est une façon, encore une fois, de s'émanciper on va changer on va rentrer dans une transformation systémique et donc on continue de présenter des réformes un peu d'accompagnement, de pansement comme une bonne solution pour préparer tout le monde, pour préparer le terrain, alors qu'il n'y a plus du tout, on n'est plus du tout dans une décennie où on prépare le terrain. En fait, il faut véritablement opérer ce changement très très vite. Ce que je trouve intéressant, c'est que les 150 citoyens questionnent les deux. La question de la justice sociale, elle est au centre de leur débat. Et on l'a vu dès le premier week-end, où la question de leur mandat, qui dans la lettre de mission signée par le Premier ministre, réduire d'au moins 40% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, dans un esprit de justice sociale. Et tout de suite, ils ont questionné, suite à la présentation de Valérie Masson-Delmotte du GIEC et un certain nombre d'autres débats contradictoires. Mais finalement, est-ce que c'est la bonne manière de réfléchir ? Est-ce que c'est pas plutôt en termes d'empreinte carbone qu'il faut réfléchir ? La différence, c'est quoi ? C'est qu'il y en a un où on calcule les émissions de gaz à effet de serre au niveau d'un territoire, celui de la France, et l'autre où on calcule aussi tous les produits que les Français consomment et qu'on fait produire en Chine. Et donc, entre guillemets, les emplois aussi qu'on a délocalisés en Chine et qui aujourd'hui, en termes de chômage, se font sentir très fort en France. Donc, toutes ces questions-là, elles sont touchées du doigt par les citoyens et il y a un certain nombre de mesures qui montrent qu'il y a une envie d'un monde différent quand ils réfléchissent, par exemple, à réguler la publicité sur les produits les plus polluants. Ça veut bien dire qu'il y a un moment où il y en a un peu ras-le-bol de... consommer et de surconsommer sans forcément en avoir le besoin. Donc, est-ce que cette mesure va être gardée jusqu'au bout ? Est-ce qu'elle sera aussi radicale que certains le souhaitent ? Aujourd'hui, j'en sais rien. Ça dépendra du choix des 150, bien évidemment. Mais je trouve qu'il y a un certain nombre de signaux faibles qui montrent que, à partir du moment où le diagnostic est bien posé, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la société française et je ne crois pas à l'international, eh bien, il y a une possibilité d'aller vers un véritable changement de société. Mais ce diagnostic, je le redis, aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé à la fin de la session 1 et de la réaction des 150 citoyens tirés au sort et de la claque qu'ils se sont pris après juste la présentation du rapport du GIEC, de ce que dit la science aujourd'hui sur le climat, et ben, quand il y a 3/4 des citoyens de la Convention qui est représentatif de la société française qui viennent nous dire « je me suis pris une claque », c'est que là, il y a un énorme gap à combler avant de pouvoir penser des solutions politiques. Parce que si on n'a pas le bon diagnostic, on n'a pas évidemment les bonnes typologies de mesures derrière. Ça me fait une parfaite transition avec la troisième partie sur, justement, pour qu'on parle de façon plus générale sur les solutions politiques à apporter à cette urgence, juste après un troisième magnéto. Greta Thunberg, c'est bien, c'est important, elle mobilise, mais quelles sont les solutions qu'elle met sur la table ? Je ne sais pas. Et je ne crois pas qu'on puisse mobiliser la population avec du désespoir. How dare you! Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. C'est la pétition aux 2 millions de signatures. L'affaire du siècle continue de cartonner en France. L'initiative vise à mettre l'État face à ses responsabilités sur le climat. D'ailleurs, un recours en justice a été déposé, c'est inédit. Moi, je ne crois ni au camp des désespérés, ni au camp des cyniques, qui eux disent on va continuer à faire comme avant. Nous faisons partie du camp des déterminés.
On doit changer en profondeur notre modèle. Remettre au cœur de l'économie de marché la place de l'environnement. How dare you! Donc on en parlait justement tout à l'heure sur la façon de poser le cadre du débat. Donc voilà, remettre l'environnement dans l'économie de marché, je pense qu'on a à peu près l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. Et en même temps, paradoxalement, ce que je disais en début d'émission, on voit que cette année 2019 quand même a été une année de politisation immense sur cette question qui avait jamais été aussi importante et aussi déterminée. Le problème, c'est qu'on voit que par rapport à ça, il y a des réponses politiques qui sont en fait quasi inexistantes. L'une des initiatives qui a été le plus mise en avant l'année dernière, ça a été donc l'attaque de l'État en justice pour inaction climatique. Est-ce que, Marine-Denis, vous êtes porte-parole de l'association Notre Affaire à tous, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est... pourquoi est-ce que vous avez fait ce recours en justice et en fait à quoi ça sert finalement de faire des actions comme celle-ci? Alors le recours de l'affaire du siècle qui est porté par 4 organisations, donc il y a Oxfam, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous, il fait écho au premier recours qui a été déposé aux Pays-Bas en 2015 par une fondation qui s'appelle Urgenda et qui a eu... Alors bon, la décision de la Cour suprême néerlandaise est tombée là en décembre. On était très heureux parce qu'elle valide l'obligation de l'État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de façon drastique. Mais donc nous, on s'est inspiré de ce recours-là. Déjà parce qu'il a été bien accueilli aux Pays-Bas puisque l'État a été condamné. Alors il a fait appel, mais il a été condamné en première instance. Donc nous, on a commencé à nourrir nos réflexions en France sur la possibilité de produire un recours en carence fautive à partir de 2015-2016. Et puis, au fur et à mesure des années, il nous est apparu aussi qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de dispositions dans le droit de l'environnement qui se consacrent à la protection du droit de l'environnement, mais il y avait assez peu de choses qui avaient été faites autour de la question du climat. C'est-à-dire que le climat a souvent été relégué au rang du droit international public, essentiellement. Il y a quelques directives de l'Union européenne qui ont été mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais tout ça n'avait jamais vu un peu d'opposabilité, en tout cas à travers des recours au niveau européen et au niveau français. Un autre recours qui nous a inspiré, c'est celui du People Climate Case, qui a été déposé par 11 familles de ressortissants de l'Union européenne, mais pas que, devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc ça a alimenté nos réflexions. Je pense que je parle un peu au nom plutôt de Notre Affaire à tous, mais on voit le droit comme un des outils disponibles et efficaces pour alerter véritablement la puissance publique sur l'impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais on voit ça aussi un peu comme une espèce de dernier moyen légal de rappeler à l'État aussi le contrat social qu'il existe entre la puissance publique et sa population. C'est-à-dire que des recours administratifs, on peut en faire dans plein de domaines pour un tas de motifs. Et donc aujourd'hui, rappeler à l'État ses obligations de protéger sa population face à la menace que représente le changement climatique, ça nous est apparu un outil nécessaire et un message aussi très fort à envoyer à la puissance publique. Et il y a eu un vrai écho dans la société puisque vous avez eu 2,3 millions de signataires. Oui, il y a eu un écho très positif et on est aussi porté par ça. 2 millions de signatures, c'était vraiment inespéré, on ne s'attendait pas du tout à ça. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est que non seulement l'État n'a pas du tout répondu à cette affaire puisqu'on est toujours en attente du mémoire en défense aujourd'hui. Ça fait faire 1 an qu'on a déposé le recours devant le tribunal administratif de Paris en mars, mais on s'aperçoit aussi que tout ce qu'on espérait un peu des effets boule de neige de ce recours ne s'est pas passé, c'est-à-dire on n'assiste pas à plus de régulation du secteur des énergies fossiles qu'avant le recours, on assiste même à une certaine forme de détricotage de certaines dispositions du droit de l'environnement. Là, il y a un dernier décret qui a été passé par Édouard Philippe qui vise à assouplir aussi les partenaires et les consultations dans les évaluations environnementales. Donc ça montre aussi que l'action contentieuse, elle est nécessaire, elle est légale, elle est puissante, mais on a aussi une certaine forme d'impuissance face à ce gouvernement qui détricote et qui revient en arrière
en ayant un double discours qui est vraiment insupportable. Moi, quand je vois Emmanuel Macron dire on va transformer en profondeur, je me dis mais super, mais Emmanuel Macron devient altermondialiste, génial, on va faire des contre-sommets ensemble à Davos. Et ce n'est pas le cas en fait dans la vraie vie, ce n'est pas du tout le cas. Donc ce double discours est insupportable. Et ce qu'on attend véritablement du juge administratif, c'est non pas qu'il influence l'État français sur sa politique publique à mener en matière de climat, parce qu'il n'est pas habilité à faire ça, ce n'est pas son rôle, mais qu'il vienne rappeler que l'État ne répond pas aux obligations juridiques qu'il a lui-même contractées. Et si on arrive à faire reconnaître ça devant le juge administratif, ce sera aussi une vraie victoire philosophique et politique au sens de la collectivité, c'est-à-dire que l'État est défaillant. Et il y a justement une autre possibilité, vous parliez de la force du droit dans la possibilité aussi de contraindre l'État à en fait, ses responsabilités, parce qu'il a la responsabilité de protection des citoyens et citoyennes. C'est quelque chose qui est pas mal mis en avant depuis plusieurs années, et notamment qui ressort dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, c'est la modification de l'article 1 de la Constitution pour y intégrer donc justement la notion des limites planétaires et la protection de la biodiversité. Est-ce que, Mathilde, tu peux nous expliquer rapidement ce qu'une modification de l'article 1 de la Constitution pourrait, par exemple, permettre, qui n'est pas possible aujourd'hui? Je pense que c'est plus à Marine qu'à moi de répondre là-dessus, mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Marine sur le double discours, où je pense que c'est là justement qu'un outil comme la Convention citoyenne est utile. Parce que dans cette Convention citoyenne, encore une fois, c'est une assemblée qui est représentative de la diversité de la société française. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour un gouvernement, quel qu'il soit, de prendre les propositions d'une telle assemblée et de les mettre à la poubelle. On voit en Irlande où un tel processus, et on s'est inspiré de ce processus-là, a fonctionné, notamment pour la légalisation de l'avortement. Il n'y a même pas eu d'engagement en amont du gouvernement à passer sans filtre les propositions, à déclencher un référendum. Il n'y avait pas ça, et pour autant, ça a fonctionné. Il y a eu un référendum au bout qui a permis de légaliser l'avortement. Mais ce que ça a permis, c'est que quand c'est une assemblée qui est représentative de la société française, le gouvernement ne peut pas dire oh je me cache derrière le fait que les Français ne sont pas prêts, je me cache derrière je ne sais quoi, ou finalement l'affaire du siècle, c'est que les écolos convaincus, un peu militants qui connaissent, et ceux qui ont été touchés par la vidéo de l'affaire du siècle. Le HCC, le Haut Conseil pour le climat, c'est quand même assez peu connu du grand public, et donc il y a un enjeu de rapport de force, en fait, là, qui est politique. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, avec un système comme celui-là, à augmenter le rapport de force? Et c'est toute l'idée qui nous a amenés à le faire, et c'est pour ça qu'initialement, dans ceux qui ont lancé ce processus-là, un des collectifs qui a porté ça rassemblait Gilets jaunes, écolos, acteurs de la démocratie délibérative, élus locaux, pour demander ça, parce qu'en fait, on a aujourd'hui un gouvernement qui n'écoute pas les ONG dans leurs préconisations, qui ne semble pas écouter, en tout cas aussi fortement qu'il devrait, les recommandations du Haut Conseil pour le climat qu'il a lui-même institué. Donc, est-ce que là, les citoyens, dans un rapport de force, réussiront, ou est-ce qu'on faudra faire le constat que, même en étant complémentaires dans nos méthodes, ça ne fonctionne plus, et que, pour le coup, ça voudra dire beaucoup de choses sur l'état de notre démocratie, et des choses très graves, qui pourraient devenir un boomerang assez sévère pour ce gouvernement s'il n'y a pas derrière d'engagement. Mais je laisse peut-être, parce que je ne veux pas laisser ta question en suspens, Marine. Non, bien sûr, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est sur cette question de plaidoyer, c'est qu'on voit bien que de toute façon, les ONG, les fondations font un travail de plaidoyer auprès du gouvernement depuis des années, et qu'en fait, ce plaidoyer ne fonctionne pas. Et peut-être, ce que tu dis, en fait, de ce que j'entends, c'est peut-être que ce plaidoyer porté par des citoyens représentatifs de la société française qui disent « mais nous, en fait, on les veut, ces mesures pourraient permettre enfin d'avoir ces solutions qui seraient appliquées ». Oui, en tout cas, c'est le pari qu'un certain nombre d'entre elles font. Quand le RAC, le Réseau Action Climat, ou Cécile Duflot d'Oxfam, que j'entendais récemment, arrivent à faire cette différenciation entre la colère que ces ONG peuvent avoir face à l'inaction du gouvernement sur la question climatique là, à court terme, et le travail des 150, c'est exactement ça. C'est faire le pari qu'un rapport de force où ce n'est pas que des ONG qu'on ne peut balayer d'un revers de main en disant les citoyens ne sont pas prêts, mais que c'est les citoyens eux-mêmes, représentatifs du peuple, qui disent nous on est prêts à ci, ça, et on demande un référendum sur telle ou telle question. Beaucoup plus compliqué pour le gouvernement de sortir par la grande porte, en tout cas.
Donc parmi ces solutions qui ressortent, en tout cas aujourd'hui, il y a cette idée de la modification de l'article 1 de la Constitution. Marine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça changerait, ce que ça permettrait? Ça aurait un impact déjà, sur la vie. Symbolique. Il y a une valeur symbolique, ça c'est certain, mais il y a aussi une valeur constitutionnelle que ça impliquerait. Typiquement, on pourrait aujourd'hui demander au Conseil constitutionnel d'évaluer la conformité d'une disposition législative à l'article 1. Donc si la refonte de l'article 1 est adoptée avec l'ajout d'un droit à un environnement sain, stable et la reconnaissance des limites planétaires, c'est un moyen pour des citoyens, mais aussi des députés, de saisir le Conseil constitutionnel en demandant imaginons un projet de loi qui autoriserait une exploitation gazière, un transport d'hydrocarbures, etc., est valide, est conforme du coup à l'article 1 de la Constitution. Donc ça aurait cette conséquence juridique-là, ça pourrait aussi faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, donc ça c'est sur le plan constitutionnel. Après, on sait aussi que la saisie du Conseil constitutionnel, elle est difficile, elle nécessite l'aval de 60 députés, 60 sénateurs, donc ça ne se fait pas comme ça, une QPC non plus, ça ne se fait pas comme ça, mais en tout cas ça marquerait véritablement un pas dans l'appropriation par le droit français de l'objectif et de l'impératif à vivre dans un environnement sain, qui est d'ailleurs un concept qu'on retrouve déjà dans la Charte de l'environnement de 2004. Mais la grosse force que ça a, c'est qu'on a beaucoup de mal, aujourd'hui les juges ont beaucoup de mal à faire appliquer la Charte de l'environnement. Il y a une tradition qui est assez prudente, voire timide, d'application des articles 2 et 4 de la Charte de l'environnement, qui pourtant font partie du bloc de constitutionnalité et de la Constitution, hein, donc c'est pas non plus complètement féerique de s'en saisir, mais c'est pas dans la pratique. Donc ajouter en plus quelque chose à l'article 1 de la Constitution, ça a une certaine valeur. Voilà, ça permet, ça pourrait faire vivre aussi un peu plus la dimension recours juridique. C'est sur l'intention des citoyens tirés au sort, il y a cette envie de finalement créer un filtre amont à l'arrivée de lois qui seraient mauvaises pour le climat et l'environnement. Et pas juste un filtre aval comme il y a aujourd'hui où quand il y a un problème, on va réparer un préjudice, mais d'essayer dès le début avec la Constitution de créer ce filtre-là. Néanmoins, c'est loin d'être la seule mesure qu'il prône. Je pense que c'est une mesure qui est aussi symbolique parce qu'elle touche à la Constitution, qui est un texte fondateur pour notre démocratie. Il y a aussi d'autres propositions qui sont sur la table qui touchent à des choses très différentes pour moi. Si on prend l'idée d'obligation de rénovation des bâtiments, ça c'est extrêmement important parce que l'impact il est très fort. Les bâtiments, c'est le 2e poste d'émission aujourd'hui en France. Si on prend la question de la publicité que j'évoquais tout à l'heure, réglementer... ont les bâtiments les moins bien rénovés et les moins efficaces énergétiquement sont aussi les personnes qui sont les plus pauvres. Oui, et il y a toute une réflexion au sein des 150 de comment est-ce qu'on accompagne les personnes pour qui c'est le plus compliqué financièrement pour faire cette transition. Comment est-ce qu'on rend ça plus facile avec un guichet unique. Il y a des mesures qui sont, j'ai envie de dire, qui montrent le monde dans lequel on veut vivre demain. Je parlais de la publicité, il y en a un certain nombre d'autres. Il y a aussi des mesures sur la question de comment est-ce qu'on oblige finalement et on réoriente les financements et les accords commerciaux. Donc il y a par exemple mettre dans chacun des marchés publics l'obligation et certaines conditions climatiques. Pareil pour les accords commerciaux internationaux comme notamment le CETA, mais pas que. Et il y a aussi des trucs beaucoup plus pratico-pratiques, simples, comme favoriser le télétravail et d'autres choses de ce type. Donc il y a en fait un certain nombre de mesures qui montrent qu'il y a une envie d'une autre société. Je ne sais pas vous dire exactement sur quoi ça va atterrir aujourd'hui, il y a encore 3 sessions de travail, mais je trouve ça hyper intéressant de voir qu'ils se laissent complètement la liberté d'aller taper aux différents niveaux juridiques du droit français. Ouais, je voulais revenir sur votre question sur l'article 1, mais éventuellement on reviendra aussi sur ce que vient de dire Mathilde Dimer. Et je reviens à ce que disait Marie tout à l'heure, qui était parfaitement juste. Pardon ? Marine, j'ai mal prononcé, pardon. C'est que on agite l'article 1, qui est une mesure symbolique. Alors je ne doute pas que ça aura un intérêt, évidemment, comme en son temps l'avait eu l'intégration du principe de précaution dans la Charte de l'environnement du bloc de constitutionnalité, qui en pratique ne sert quasiment à rien en termes de
de droit, c'est-à-dire n'est pas opposable pour employer des termes techniques ou très rarement. Là, on agite quelque chose qui va évidemment, la preuve, on en discute. Ah ben c'est bien, il va y avoir les limites planétaires et le droit à un environnement sain dans l'article. Mais pendant ce temps-là, il y a ce que vous disiez très bien, ce que disait très bien Marine, c'est-à-dire qu'il y a un affaiblissement des normes générales d'environnement. Vous avez cité les enquêtes publiques, on pourrait citer le droit sur les réserves naturelles, on pourrait citer le droit sur l'urbanisme, on pourrait citer l'abaissement des niveaux pour les installations, par exemple, de porcs ou de poulets. Enfin, tout de suite, on rentre dans la technique, mais c'est justement par ces biais très techniques, par ces décrets, par ces arrêtés préfectoraux que le gouvernement néolibéral, capitaliste, je ne sais pas comment l'appeler, avance concrètement. Quand M. Macron, tout à l'heure, a dit l'économie de marché. Pour lui, l'économie de marché, c'est le capitalisme, c'est le néolibéralisme, c'est en fait le thatchérisme. Et il affaiblit tout, justement, cette construction juridique qui s'est faite quand même depuis les années 70, avec finalement quand même pas mal de force. Ils sont en train de les affaiblir, et puis ils vont agiter l'article 1. Moi, je ne sais pas si ça mérite vraiment de discuter de l'article 1, quand pendant ce temps-là, il y a ce détricotage, il y a cette destruction du droit de l'environnement qui est en train de se produire. Et pour les solutions, moi je veux bien les citoyens, mais par exemple la question de la rénovation énergétique, le bilan, il est là depuis 10 ans. 10 ans, on sait ce qu'il faut faire. On peut, alors je suis très content que 150 personnes tirées au sort, qui en fait n'ont pas été tirées au sort, puisqu'ils ont été tirés au sort, et puis les personnes tirées au sort, il y a eu un choix par un institut de sondage, selon la représentativité. Donc c'est pas un vrai tirage au sort. Quand on fait un tirage au sort, on fait un tirage au sort et on ne fait pas de représentation derrière et de choix. Attends. Moi je reviens. Je reviens sur la rénovation énergétique. Ils se saisissent et ils découvrent la question de la rénovation énergétique. C'est très bien, mais ça fait 10 ans qu'on le sait. Ça fait depuis le Grenelle de l'environnement, et les choses n'avancent pas, alors que les méthodes techniques pour le faire sont tout à fait sur la table. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, moi je dis, puisque le terme solution revient, une fois de plus, c'est les bagarres. C'est toujours, et là je suis d'accord avec Mathilde Dimer, la question du rapport de force. Alors, on peut discuter sur la Convention citoyenne, sur le climat, si elle introduit ou pas un bon rapport de force. C'est peut-être pas le débat de ce soir et je ne vais pas l'engager. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand il y a des collectifs locaux, quand il y a des bagarres, quand il y a à Gonesse, à Notre-Dame-des-Landes, à d'autres endroits moins connus, à Bure, à Port-la-Nouvelle, je ne sais où, des gens qui se bagarrent, c'est là qu'on arrive à changer les choses. Donc bon, c'est pas pour parler de reporters, mais on a fait beaucoup de boulot sur ces enquêtes, c'est pour ça que je suis un petit peu vif. Il y a aussi une carte des luttes d'ailleurs avec des ONG, avec Partager c'est sympa et avec le mouvement. Oui, il y a le projet super local en ce moment. En fait, c'est la carte qu'on publie sur Reporter. Il y a 200 luttes, on va faire une nouvelle, on va continuer périodiquement, on va arriver bientôt à 250. Et vous voyez aussi sur le terrain comment le préfet, généralement, donne toujours l'autorisation pour la solution polluante, qu'on continue à faire des autoroutes, on continue à faire des zones en fait, tout ça est complémentaire. Là, on parle d'amont et d'aval aussi. Je ne sais pas, mais on discute. Parfois, je parle un peu avec vivacité, mais je pense qu'il faut mettre l'accent sur le fait que dans ces rapports de force, et face à un pouvoir très dur, et à une classe dirigeante qui est extrêmement dure, c'est très bien, je suis d'accord, d'aller sur le droit. Peut-être c'est utile de tester des solutions comme celle, la Convention citoyenne sur le climat. Mais fondamentalement, les luttes écologistes, ça a toujours été un rapport de force dur. Et c'est comme ça qu'on a gagné. Heureusement, il y a beaucoup de victoires. Et c'est là aussi que se trouve, puisque vous employez le terme de solution, la solution, comme dans d'autres domaines, hélas, c'est de se bagarrer, c'est de constituer des collectifs, après de jouer sur l'opinion publique, de trouver des modes innovants de porter un combat. Mais fondamentalement, je dirais, on n'est pas, pour le dire autrement, on n'est pas face à des gens qui seraient pleins de bonne volonté et qui ne savent pas très bien quoi faire, etc. On est face à des gens violents, méchants, qui défendent des intérêts, qui défendent une classe sociale, qui ont une conception du monde totalement surranée, vieillotte, thatchérienne, bétonnière, et c'est contre ça qu'il faut arriver à trouver des modes d'action, et c'est pas facile, et là il n'y a pas que la question écologique, il y a le mouvement social, il y a le mouvement des retraites, on est tous en train de chercher des solutions, et je ne l'ai pas. Mais c'est vraiment dans cette dimension-là que je veux insister, et je conclue là-dessus, c'est dans la bagarre, d'abord, que doit se trouver la psychologie du combat écologique. Mais je pense qu'il y a une dimension importante dans ce dont on parlait justement sur les conditions du débat, les médias, etc. C'est comment est-ce qu'on amène aussi le plus de personnes possible autour de cette volonté de basculer dans une autre société. Et quand on voit que, par exemple, moi je trouvais ça très intéressant, le dernier rapport de Carbone 4 qui dit que même si on faisait tous des gestes héroïques, qu'on arrêtait de manger de la viande, qu'on arrêtait de prendre l'avion, etc., en fait on arriverait à réduire que 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc
donc on sait bien qui sont les responsables, hein, ce sont les politiques, les industriels, etc. Mais il y a à la fois, je pense vraiment cette dimension, oui, de politisation et de radicalité qui est de plus en plus forte. Les gens se disent, bon, ben voilà, ça ne sert plus à grand-chose de marcher, donc d'où ces recours en justice, ces projets type super local, etc. Mais je me pose la question, enfin, elle est ouverte, hein, sur les autres moyens aussi d'embarquer le reste de la population, parce que c'est pas n'importe qui va aller se battre à Bure contre... Enfin, c'est la plupart des gens... C'est tout le monde. Les 200 personnes, les 200 luttes ou 250 qu'on a recensées, c'est vraiment tout le monde. Oui, tout le monde peut le faire, même dans la Convention citoyenne sur le climat, il y a une madame Yolande, si j'ai bonne mémoire. Yolande, voilà, qui est d'une gilet jaune de, je ne sais plus, de l'ouest de la France, qui a beaucoup de... Non, c'est des gens normaux, enfin, c'est... Normaux, enfin, ça ne veut rien dire, les gens normaux. Non, bien sûr, mais ce ne sont pas des militants, c'est ça que vous voulez dire. Si je peux revenir sur cette notion, parce que moi, je suis assez d'accord avec l'idée que c'est complémentaire. Et personnellement, moi, je vois mon propre parcours. J'étais, quand j'ai commencé à militer, hyper timide. Et l'écologie, c'était pas du tout politisé pour moi, c'était quelque chose de purement intellectuel. Et il a fallu que je rencontre des gens qui vivaient vraiment ce que c'était le changement climatique et la réalité du changement climatique dans d'autres pays pour le prendre dans mes tripes. Et de comprendre vraiment ce que c'était que le changement climatique. Et de pouvoir passer à des conceptions autres que du militantisme classique. Et je pense que cette idée de parcours d'engagement, elle est aussi importante. Et que si Super Local, il n'y avait pas eu le boulot fait par toutes les ONG, du type Fondation Nicolas Hulot, du type On est prêt, du type Notre Affaire à tous, il y aurait, ou l'affaire du siècle qui a permis de toucher 2 millions de personnes, il n'y aurait pas cette conscience et il n'y aurait pas beaucoup de militants et de bras au niveau des groupes locaux. Et donc je pense qu'il faut arrêter de perdre notre énergie à se taper les uns entre les autres, enfin de se mettre des bâtons dans les roues les uns pour les autres, parce qu'en effet, en face, il n'y a pour moi pas des ennemis, parce que ce sont des adversaires. Pour moi, un ennemi, on veut le détruire. Un adversaire, on veut le transformer. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires. Mais par contre, il ne faut pas qu'on perde notre énergie à nous taper entre nous, alors même que je pense que oui, la pétition de l'affaire du siècle a permis de faire connaître à des jeunes qui étaient très loin de ces questions-là, la question environnementale, et les a amenés, pour certains, à des modes de lutte plus radicaux que ceux qu'on avait avant. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter ce truc de les uns contre les autres. Encore une fois, je reviens, on a dans une convention 150 citoyens tirés au sort, les 3/4 sont venus nous dire que le diagnostic n'était pas bon pour eux d'un point de vue scientifique. Et j'en profite pour faire la parenthèse sur le tirage au sort. Ils ont bien été tirés au sort sous le contrôle d'un huissier. Un tirage au sort représentatif à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 personnes. Pour des raisons de praticité du débat, évidemment qu'on n'a pas 1000 personnes. Donc, comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là, comme en Irlande et comme dans tous les autres pays où ça s'est fait, c'est qu'il y a des critères qui sont mis en place. Pourquoi est-ce qu'on met ces critères-là? C'est que si on sélectionne que 150 personnes et qu'on appelle systématiquement les gens, les travers de notre société fait qu'on se retrouve avec une assemblée où on n'a que des mâles de 50 ans, CSP plus 5. Et donc, pour éviter d'avoir une assemblée qui n'est pas du tout représentative et qui retranscrit les biais de la société actuelle, on met un certain nombre de critères de sexe, d'âge, de niveau de diplôme, pour que tout le monde soit représenté de la même manière. Et c'est pour ça, et c'est justement grâce à ces critères, qu'il y a une représentativité de la diversité de la société française. Sinon, on serait bien mal et on aurait une assemblée qui serait, j'ai envie de dire, pour le coup, pas très utile à quoi que ce soit à faire connaître la question climatique, au rapport de force, peu importe, là, ça servira à rien. Sur cette question d'essayer de faire naître une conscience politique qui unisse un peu, Marine, tu voulais réagir, je te voyais, ou pas du tout? Oui, enfin, moi je pense que là, on est à un stade où tout ce dialogue suit très bien. Je pense qu'on commence aussi à avoir dans le débat public des réflexions sur les actions de désobéissance civile, sur les collectifs qui sont les zones à défendre, qui sont de plus en plus acceptés et qui rejoignent aussi. Et là, nous, on le voit avec la carte qu'on a mise en place pour les 1 an de l'affaire du siècle, la carte d'appel à témoignage sur les inégalités climatiques. Vous avez demandé à chacun de témoigner du changement climatique à côté de chez soi. Et ça n'implique pas une démarche nécessairement militante. On a fait aussi, on attend aussi de l'exploration de ces données, de voir si les personnes qui ont
répondu à ce sondage étaient des personnes encartées, étaient des personnes militantes. Dans les personnes qui ont signé l'affaire du siècle, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de gens qui étaient vraiment des primo-arrivants, entre guillemets, dans le milieu climat, quoi. Des gens qui n'étaient pas forcément sensibles à cette cause-là. Donc ça change. Oui, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un niveau de... Enfin, il faut utiliser tous les niveaux possibles, tous les moyens possibles. Et le gros pan, à mon avis, qu'on ne travaille pas assez, enfin que la puissance publique ne travaille pas assez, c'est l'éducation. C'est la mise en place de programmes vraiment dédiés à la question du changement climatique dans les écoles. Alors bon, ça va peut-être se faire avec l'ajout de cette disposition-là dans le code de l'éducation. Mais j'attends aussi beaucoup ça dans l'université, dans le supérieur en fait. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont complètement à côté de ces enjeux-là aujourd'hui, voire qui ont une approche un peu critique, un peu en opposition, quoi. Et je pense notamment aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, où on continue à proposer des parcours et des carrières dans des milieux très traditionnels, très ciblés. On n'encourage absolument pas la diversité des parcours. Et là, il y a encore une fois une responsabilité à prendre des directeurs d'établissements, des actionnaires, des investisseurs. Et du coup, ça me ramène à ce que vous disiez tout à l'heure sur la liberté du journaliste. Moi, je vois ça en tant que doctorante. La liberté de la recherche aussi sur les questions d'environnement et climat, elle se pose véritablement quand on appartient à une école ou une institution qui elle-même reçoit des financements d'entreprises qui investissent dans le fossile, dans le gaz ou qui fait partie de gros groupes agroalimentaires. Moi, je viens d'une école comme ça et on est clairement ciblé aussi. On a vraiment des lignes rouges à ne pas dépasser dans les recherches qu'on produit. Et ça, c'est un truc dont il y a une vraie omerta, je pense, aujourd'hui dans la recherche en France là-dessus, qui est que quand on travaille dans une école qui reçoit des investissements majeurs d'entreprises privées, voire pour qui l'entreprise privée, c'est le premier partenariat de l'école, ouais, ça pose clairement des petites questions sur l'orientation des études produites et sur l'inclinaison aussi qu'on va donner au parcours alternatif aux étudiants. Je pense que quand même s'il y a un combat qui a été gagné, c'est le fait de lier de plus en plus, ce qui n'était vraiment pas le cas au début de la conscience sur l'urgence environnementale, c'est de lier la lutte pour l'environnement et la lutte contre le système néolibéral. Et aujourd'hui, quand même, les gens qui disent ça ont moins l'air de fous qu'il y a 10 ans. donc les choses avancent, mais c'est vrai que voilà, c'est un débat qu'on a eu sur d'autres éditions de Mauvaise Presse. On ne trouvera pas la solution ce soir sur comment créer un élan aussi vers cette autre société qu'on appelle. Mais en tout cas, c'était passionnant de discuter avec vous de tout ça. Simplement, avant de nous quitter, je vais vous demander à chacun et chacune vos recommandations. Donc, on a pour habitude, à la fin de cette émission, de demander donc un contenu qui, pour vous, si tout le monde l'avait lu, vu, entendu, le monde irait mieux. Je vais commencer avec Marine qui est fin prête avec sa BD. Moi, je l'ai carrément ramenée. J'ai acheté ça la semaine dernière. C'est une BD d'Inès Léraud qui est une ancienne journaliste de France Inter, je crois, qui s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite. C'est l'édition, la revue dessinée Delcourt. Et ça reprend tout le scandale des algues vertes en Bretagne. Et ça décrypte extrêmement bien toutes les intrications des lobbies industriels, agroalimentaires, avec la puissance publique locale, donc les maires, les intercos, et les liens avec les députés qui ont ensuite été dans le gouvernement de François Hollande et qui ont continué à promouvoir une agriculture productiviste. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est venu aussi casser pour moi l'image d'un parti socialiste assez écologiste et qui en fait promouvait en Bretagne une agriculture à pleine balle pour la puissance économique et l'attraction de la région. Et donc ça décrypte très bien, ça décrypte aussi très bien l'exclusion dont étaient victimes les chercheurs en sciences dures, en biologie, qui travaillaient sur ces questions-là, qui ont été vraiment écartés de publications, de conférences, qu'on a décrédibilisées. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une très belle enquête d'investigation. Et moi, en tant que doctorante, ça m'a aussi beaucoup touchée. Et j'ai trouvé que ça levait aussi un peu le voile sur... je ne sais pas si les chercheurs sont tous des lanceurs d'alerte, mais en tout cas, s'ils le deviennent, ils sont aussi des cibles beaucoup plus vulnérables dans leur carrière, parce que c'est quelque chose dont on parle encore assez peu. Donc ce positionnement du chercheur militant, en ce moment on parle du journalisme militant, voilà, c'est un peu le mot à la mode là depuis 4 jours malheureusement, mais la position du chercheur militant, sur les questions écologiques, elle doit aussi commencer à se faire entendre, parce que le chercheur dépend aussi de subventions publiques et des orientations prises par l'État. Mathilde ?
Moi, je vais tricher, mais je vais faire court. J'en prends deux, mais je vais vraiment non, mais pas y a être... pas de problème, j'avais dit que c'était... Le premier, quitte à être très basique, c'est vraiment le rapport du GIEC, en fait. Le rapport de ces scientifiques qui, ensemble, ont collectivement produit un rapport qui dit des rapports, plusieurs rapports, qui, les uns après les autres, annonce la catastrophe qu'on commence à voir et ce qu'on voit aujourd'hui en Australie. Donc je pense que lire la base de qu'est-ce que dit la science aujourd'hui, s'arrêter à des choses purement factuelles. Et puis pour ne pas rester que sur quelque chose qui malheureusement donne une perspective qui est quand même plus qu'alarmante, j'aime bien aussi le travail qui a été fait par Drawdown, qui est pareil, un groupe de chercheurs qui se sont mis dans une optique de quelles sont les solutions qui, au niveau mondial, auraient le plus d'impact et qui ont comme ça classé plus de 100 solutions. Et où on voit une palette de solutions très différentes et ça nous projette dans un monde qui est complètement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Alors moi, c'était plus distrayant, moins sérieux, mais parce qu'il faut quand même lire des choses un petit peu distrayantes. Et moi, je recommande Le Gang de la clé à molette. C'est une histoire qui se passe dans les années 70. C'est un livre que j'ai lu récemment, mais qui se passe dans les années 70. Et c'est une bande de... C'est pas des pieds nickelés, mais enfin de 3-4 personnes d'horizons très divers et qui ne supportent plus dans ces paysages du Grand Ouest américain absolument magnifiques l'avancée des autoroutes, des barrages, des bulldozers, etc. Et qui se mettent en tête d'aller en faire exploser quelques-uns. C'est très bien raconté. Edward Abbey est un grand écologiste américain. C'est une histoire formidable, parce qu'on peut aussi passer des bons moments. Et il n'y a malheureusement pas assez de bonnes histoires, de bons romans en matière écologique. Et c'est en fait une œuvre littéraire, tout simplement, magnifique. Et pendant que j'y suis, il y a un autre livre, alors lui qui est très dur, mais là je vais être nul parce que j'oublie le nom de l'auteur, mais Un ami de la Terre. Et c'est aussi un roman formidable sur, à nouveau, finalement, c'est un peu la même histoire. Des gens des États-Unis qui sont arrivés à l'état de déchéance et de désagrégation qu'on a commencé à explorer au début de l'émission, et où il y a qui se bagarrent contre les forêts en cours de destruction. Et c'est à nouveau toute la description d'une société qui est en train de se bagarrer devant une écologie qui est en train un écosystème qui est en train de s'affaisser. Celui-là, il est très, très émouvant. Mais c'est vrai qu'on sous-estime souvent le rôle que la fiction peut avoir pour créer des prises de conscience là-dessus. Il y a notamment un roman qui s'appelle Carbon Diaries qui raconte un monde en 2050 où toute une famille à Londres doit vivre avec des quotas carbone et se partager un quota carbone sur toute une famille. Et c'est assez intéressant ça permet aussi d'avoir d'autres logiciels pour penser. Merci beaucoup à vous d'être venu sur le plateau de Mauvaise Presse. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous mettra absolument toutes les références qui ont été énoncées pendant l'émission en lien de la vidéo, les rapports, les articles et des choses aussi qu'on vous a concoctées pour aller plus loin sur cette thématique. Et à bientôt. Merci.